L'invisible, le mystérieux, le inexpliqué. Zone grise. Bonjour et bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne tous. Les stratégies pour la santé mentale au-delà des médicaments. Les sources qu'on a dessinent en fait deux grands territoires. Les psychothérapies d'un côté et de l'autre, l'hygiène de vie. Notre mission, c'est de décortiquer tout ça. Et on part d'une idée forte des documents. Les médicaments, c'est parfois vital, oui, mais l'essentiel de la prise en charge, il est ailleurs. Oui, et ce qui est fascinant d'emblée, c'est la distinction que font les sources entre les différentes thérapies. La question, c'est pas tant laquelle est la meilleure, mais plutôt quel est l'objectif. Est-ce qu'on cherche à débloquer une situation précise, rapidement, ou à comprendre pourquoi certains schémas se répètent sans cesse dans une vie? C'est une distinction cruciale, ouais. Prenons la première approche décrite, la thérapie cognitivo-comportementale, la TCC. Elle est présentée comme très pragmatique. On identifie les pensées, les comportements qui posent problème, et on apprend à les modifier. C'est structuré, souvent assez bref, quelques semaines, quelques mois. Oui, et les sources insistent bien là-dessus. Ce côté boîte à outils, c'est à la fois sa force et sa limite. C'est incroyablement efficace pour une phobie, des attaques de panique, un problème bien circonscrit, quoi. Mais ça peut sembler un peu superficiel pour quelqu'un qui ressent un mal-être plus diffus, plus existentiel. Et justement, pour ce mal-être-là, les sources nous orientent vers l'extrême opposé du spectre, les thérapies d'inspiration psychanalytique. Et là, on change complètement de logique. On ne cherche pas à corriger le présent, mais à comprendre comment le passé, l'inconscient, l'enfance, façonnent nos difficultés d'aujourd'hui. C'est un travail au long cours, une véritable exploration de soi. Mais les sources mentionnent aussi deux autres approches, un peu plus chirurgicales. La thérapie interpersonnelle, la TIP par exemple. Son postulat est simple. Notre humeur, c'est le reflet direct de la qualité de nos relations. Ah, donc si une dépression coïncide avec un conflit au travail ou un deuil, la thérapie va se concentrer presque exclusivement là-dessus. Exactement. Et puis, il y a la thérapie systémique, qui déplace encore le curseur. Elle part du principe que le problème n'est pas chez l'individu. Il est dans la dynamique du système. La famille, le couple, le patient, en quelque sorte, ce n'est plus la personne, c'est la relation elle-même. Ce qui est frappant dans toutes ces approches, c'est qu'elles se concentrent sur les mécanismes psychologiques. Pourtant, les documents consacrent autant d'espace à des facteurs qui semblent presque non psychologiques. Ah mais c'est un point fondamental. On passe de la psyché à la biologie. Parce que l'hygiène de vie, ce n'est pas présenté comme un vague conseil bien-être. C'est vu comme une intervention directe sur la chimie de notre cerveau. L'exemple le plus marquant, c'est l'activité physique. Elle est décrite comme un des traitements non pharmacologiques les plus efficaces contre la dépression légère. Mais est-ce que ce genre de conseil ne risque pas d'être mal perçu? Le fameux « va courir un peu et ça ira mieux ». C'est une excellente question et les sources y répondent de manière très nuancée. Il ne s'agit pas de dire que le sport guérit une dépression sévère. Il s'agit de comprendre son pouvoir pour briser les cercles vicieux. Un mauvais sommeil aggrave l'anxiété, qui elle-même perturbe le sommeil. Une activité physique modérée, genre 30 minutes, plusieurs fois par semaine, ça améliore le sommeil, ça libère des endorphines. Ça peut être le moyen le plus rapide de casser cette boucle négative. Et ça crée un terrain plus favorable pour le travail thérapeutique. C'est une boucle de rétroaction positive en somme. Les documents insistent aussi beaucoup sur le sommeil, en soulignant que la régularité est plus importante que la quantité, et sur l'alimentation, avec des liens établis entre des carences en oméga 3 ou vitamine D et le risque de dépression. Et enfin, il y a le pilier social. Pour donner une idée de son poids, certaines études citées dans nos notes montrent que la solitude chronique peut être aussi nocive pour la santé que fumer 15 cigarettes par jour. Ça recadre complètement l'importance d'entretenir des liens de qualité. Ça agit comme un rempart contre la rumination mentale. Alors, que retenir de tout ça? On voit se dessiner une approche vraiment intégrée. D'un côté, des thérapies très ciblées pour dénouer des nœuds psychologiques spécifiques. Et de l'autre, des habitudes de vie qui constituent le socle, le terreau biologique sur lequel tout le reste peut pousser. C'est tout à fait ça. Ces outils forment un spectre de soins, du plus psychologique au plus biologique. Ce qui soulève une question, je trouve, qui est importante pour la suite de la réflexion. Si notre bien-être mental est si intimement lié à nos actions physiques quotidiennes, à notre alimentation, à nos relations, où s'arrête le traitement et où commence simplement l'art de bien vivre?